juge de Lyon le rappelle fermement, le viol est un crime à juger en assises. 6e anniversaire de la mort de Charles de Gaulle, le point de vue de Paul Lefebvre. Est-ce pour des raisons scientifiques ou politiques que la momie de Ramsès II est à Paris? Les coureurs du Tour 77 emprunteront pour la première fois le tunnel du Mont Blanc. Recherche universitaire, elle est en crise, mais un effort dans le budget, c'est le dossier du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les curieux, qui étaient venus au palais de justice de Lyon hier avec l'intention plus ou moins avouée d'assister à un déballage scabreux, en ont été pour leurs frais. Ils ont trouvé porte close. Le président des assises a jugé bon de prononcer le huis clos pour entendre un chauffeur de taxi, auteur d'attentat à la pudeur, c'est une formule, à l'égard de ces deux filles. Autrement dit, les affaires de mœurs et de viol en particulier ne seront pas systématiquement jugées en public, comme on l'a dit un peu vite. En revanche, il est certain que de plus en plus, elles seront jugées en assises et non plus en correctionnel. C'est un signe des temps et de la société actuelle, à chaque époque son crime. Le viol est un des fleurons de la délinquance moderne. Mais ce n'est pas par hasard si aujourd'hui on songe à la réprimer de plus en plus sévèrement et à appliquer avec fermeté le code pénal. La lutte des femmes pour essayer de régler elles-mêmes leurs propres problèmes y est certainement pour quelque chose. Ouvrir les portes d'une audience d'assises traditionnellement fermée aux affaires de viol donnerait un retentissement inhabituel à un problème que la morale sociale maintient le plus souvent dans la semi-clandestinité. 8 victimes sur 10 n'osent pas porter plainte par honte, peur ou culpabilité. Pour l'association Choisir, la publicité des débats serait propre à mieux leur faire prendre conscience de leurs droits. Vous savez, tout ce qui est clandestin en matière de justice ou spécial est quelque chose qui n'est pas très bon. Mais en matière de viol, nous, dans notre mouvement Choisir, nous tenons la publicité des débats parce que nous pensons que la femme victime ne doit pas se sentir coupable et qu'elle n'a rien à cacher. Que ce qui est scandaleux, c'est pas de dénoncer le viol, ce qui est scandaleux, c'est le viol lui-même. Certes, il est bon d'ouvrir enfin le dossier. En 74, 1500 viols ont fait l'objet de déclarations aux autorités, mais beaucoup estiment que le débat public serait une épreuve supplémentaire pour les victimes. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt d'une publicité dans ce genre d'affaires. Bien au contraire, je ne vois que des inconvénients, surtout si on se place sur le plan de l'intérêt de la victime, déjà agressée par un attentat, et qui risque, par une publicité trop grande donnée à cette affaire, d'en subir une deuxième fois les conséquences. Mais si, à l'époque actuelle, la tendance était à supprimer les huis clos, je crois qu'il est dans la possibilité de la Cour d'ordonner un huis clos partiel au moment de l'interrogatoire de la victime. Il reste que l'anonymat qui entoure le viol contribue à minimiser un crime fréquent, trop souvent traité comme un simple délit. Selon les cas utiles ou dangereuses, la publicité du débat est une dimension essentielle du tabou. Huis clos ou non, bien entendu, le débat est maintenant ouvert. À la réunion du comité central du Parti communiste, aujourd'hui, on a beaucoup parlé des élections municipales. Le Parti communiste s'en tient à l'accord du 28 juin sur les listes communes, il l'a dit ce soir, mais ajoute que partout, les résultats électoraux placent l'un de leurs partenaires en tête de la gauche. Il est normal qu'ils aient la première place et la direction de la liste, avec bien entendu la réciproque pour les communistes. Et puis, à l'issue de ce comité central, Georges Marchais a fait une déclaration à propos des 6 élections législatives partielles de dimanche, dont par parenthèse nous vous parlerons à partir de demain et jusqu'à vendredi. Pour Georges Marchais, il se prépare une opération visant à fausser l'expression du suffrage universel qui a, je le cite bien entendu, défavorisé le Parti communiste, qui s'apprête à déposer une protestation énergique auprès du président du Conseil constitutionnel, M. Frey. Je vous signale que demain, François Mitterrand sera l'invité de la rédaction d'Antenne 2 dans le cadre du magazine C'est-à-dire, le premier secrétaire du Parti socialiste face aux journalistes de notre rédaction à 21h20, 8 jours après, C'est-à-dire, recevra Yves Guéna, le secrétaire général de l'UDR. À l'Assemblée nationale, la discussion budgétaire va bon train. Demain, on abordera les crédits de l'université, dont une bonne part devrait être consacrée à la recherche universitaire, qui ne se porte pas tellement bien, c'est le dossier de ce journal à la fin de la présente édition. Ce matin, après une longue séance de nuit, les députés ont adopté le budget de la défense nationale qui a bénéficié d'1,3 milliard de crédits supplémentaires d'équipement.
La discussion tant à l'Assemblée qu'à l'extérieur de l'Assemblée a largement débordé le cadre du budget, puisqu'une fois de plus, un véritable débat s'est instauré sur l'armée de métier, le service national obligatoire et la condition de vie des militaires. Conscription ou armée de métier, malgré l'opinion de certains députés qui estiment que le débat tend à devenir académique, on est encore revenu sur la question la nuit dernière, notamment M. Pierre Messmer, l'ancien ministre des Armées du général de Gaulle, qui s'est prononcé à nouveau pour l'abandon de la conscription, arguant du fait qu'un Français sur 3 échappe aujourd'hui au service militaire. Réponse d'Yvon Bourges, l'actuel ministre de la Défense: non, le principe de l'égalité n'est pas battu en brèche, c'est la loi elle-même qui prévoit les exemptions et les dispenses. Après avoir souligné qu'une armée de métier coûterait beaucoup plus cher à la nation, le ministre a conclu en déclarant que le gouvernement s'en tiendrait à la conscription. Selon le rapporteur spécial de la Commission des Finances, il y aurait actuellement plus de 100 000 dispensés. Il faut savoir qu'une classe de contingent, incorporée, ça représente environ 300 000 hommes. Alors, une classe d'âge représente plus de 400 000. Alors, il faut savoir qu'au départ, il y a un certain nombre de garçons qui automatiquement ne font pas le service parce qu'ils sont soutiens de famille, parce qu'ils sont pupilles de la nation. Et puis il y a les exemptés médicaux. Alors là, ils sont en progression par rapport aux années précédentes et on atteint actuellement au chiffre de 80 000 exemptés médicaux, ce qui pose un problème. Et puis il y a les exemptés pour raisons sociales et c'est actuellement l'un des secteurs en progression. C'est-à-dire que les pères de famille peuvent être dispensés du service militaire et ceux qui sont indispensables à l'entreprise familiale. Ceci a pour résultat qu'actuellement tendent à échapper au service, d'une part, ceux qui bénéficient d'un report d'incorporation, car ils vont se retrouver très vite avec des charges de famille, ce sont les étudiants, et qu'on le veuille ou non, c'est la classe bourgeoise, la petite ou la moyenne bourgeoisie, et ce sont souvent les agriculteurs, car ce sont eux qui sont le plus souvent nécessaires à l'entreprise familiale, c'est-à-dire à l'exploitation familiale. Pour le 6e anniversaire de la mort du général de Gaulle, bon nombre de ses plus fidèles compagnons ont rappelé aujourd'hui que pour eux, le gaullisme n'était pas mort le 9 novembre 1970 à Colombey, mais qu'il demeurait plus que jamais une doctrine vivante et une référence constante pour l'action politique. Cet anniversaire a été également l'occasion de manifestations traditionnelles du souvenir. 2 messes ont été célébrées ce matin à Colombey-les-Deux-Églises et à Paris, l'Institut Charles de Gaulle avait pris l'initiative d'un office religieux à Saint-Louis-des-Invalides. D'abord, à Colombey-les-Deux-Églises, les villageois, des gens venus de partout en France et les compagnons de la Libération sont venus s'incliner sur la tombe du général. Après la messe, célébrée vers 10h30 dans l'église de Colombey, les compagnons se sont rendus au mémorial, accompagnés par une foule nombreuse. Un peu plus tard et plus discrètement, Madame de Gaulle assistait en fin de matinée à la messe des villageois, puis elle regagnait sans s'attarder le domaine de Colombey. En fin d'après-midi, en l'église Saint-Louis-des-Invalides à Paris, nouvelle messe à laquelle assistaient le Premier ministre, M. Raymond Barre, ainsi que diverses personnalités politiques, messieurs Debré, Guéna, secrétaire général de l'UDR, et Olivier Guichard, ministre d'État, ministre de la Justice. L'occasion pour tous les gaullistes de se ressouvenir de l'homme qui fut leur chef. Une femme qui, de tout temps, a été l'image de la dignité, a ressenti aujourd'hui plus que d'habitude, sans doute depuis 6 ans, le goût amer de la solitude. Yvonne de Gaulle poussera peut-être ce soir, tout le monde étant couché, la porte du bureau du général dans l'aile droite de la boisserie, l'aile qui est fermée par mesure d'économie, mais aussi, je pense, pour contenir les souvenirs trop vivaces de bruit de pas, le son d'une voix qui sait même, celui du bruit agaçant du téléphone qui faisait tant ronchonner le général. Il y a en réalité 2 souvenirs de cet homme dont on peut se demander s'il avait les mêmes dimensions que nous. Le premier souvenir, l'ombre dans l'histoire, dont le symbole est sans doute cette immense croix de Lorraine blanche dressée sur la colline de Colombey, pierre démesurée, haute d'orgueil, repère d'une époque, d'un sursaut, d'un courage, d'une politique aussi au sens noble du mot. Je ne sais si Madame de Gaulle aime beaucoup cette pierre dressée,
si finalement elle ne préfère pas le granit étendu dans le bout d'angle près de la petite église, la dalle d'une telle simplicité qu'on a 2 fois plus froid en la regardant. Car cette tombe est sans doute le véritable souvenir de l'être qu'on ne connaissait pas, les sourires, des colères, sa gourmandise, ses manies, son odeur, son rire, enfin, plus que le corps, ce qui est le propre de l'homme qu'elle aimait. Aujourd'hui qu'il n'est plus là pour barrer les ambitions, pour imposer ses raisons ou son entêtement, De Gaulle appartient à tous, ce qui veut dire que beaucoup, y compris les plus surprenants, le revendiquent. Cela leur fait sourire, mais c'est la fatalité des êtres qui impriment leurs traces de ceux qui ont créé ou recréé quelque chose. Le rêve d'or noir de la mer d'Iroise va-t-il devenir en quelque sorte un cauchemar? Ou si vous préférez, les grands espoirs que les compagnies françaises avaient dans cet espace maritime au large de la Bretagne pour du pétrole, va-t-il définitivement sombrer? On peut raisonnablement se poser la question puisque jusqu'à présent, tous les forages tentés par les pétroliers français ont été négatifs. Pas une goutte de pétrole jusqu'à présent en mer d'Iroise. Un bilan si pessimiste que l'on songe à abandonner carrément et à ne pas tenter de nouveaux forages. La mer d'Iroise, pleine de promesses, on attendait un jaillissement de pétrole au milieu des flots bleus, des retombées économiques sur la région bretonne, l'espoir d'une nouvelle mer du Nord. Aussi, après l'enthousiasme, au large de Brest, c'est plutôt le désenchantement. Les 3 puits creusés ont coûté environ 200 millions de francs aux 5 compagnies pétrolières responsables des opérations. 200 millions et pas de gisement exploitable, seulement des traces d'hydrocarbures. En revanche, les prospecteurs connaissent bien maintenant la structure géologique de l'endroit. Et on sait qu'il existe au nord une zone plus propice où se trouve une accumulation de sédiments de grande épaisseur, un piège à pétrole en quelque sorte. Il n'est pas certain que l'on y trouvera de l'or noir, mais la probabilité est grande. Seulement voilà, cette zone est interdite. Français et Britanniques ne sont pas d'accord sur la ligne de partage. Le litige, qui aurait dû être réglé depuis longtemps par les experts, ne le sera pas avant l'été 77. Ce qui ne facilite pas les choses compte tenu du fait qu'il faut décider avant la fin décembre si oui ou non on fore un nouveau puits au printemps. Quoi qu'il en soit, Elf Aquitaine dément avoir décidé d'arrêter les recherches pétrolières, mais devant les difficultés internationales, pour forer au nord et après l'échec au sud, certaines compagnies seront peut-être tentées de lâcher l'opération, car tout cela coûte cher, surtout quand on ne trouve rien. C'est maintenant le temps de l'indécision et peut-être la fin d'un beau rêve énergétique. Si Ramsès II avait pu penser il y a 3000 ans qu'il serait un jour à l'origine d'un quiproquo diplomatique, il aurait eu de lui-même, de sa puissance et de sa gloire, à coup sûr une idée encore plus grandiose, et l'histoire dit déjà que Ramsès n'était pas un modeste. L'incident, entre guillemets, n'est pourtant pas à la hauteur du grand pharaon. Les savants américains reprochent à leurs collègues français du Louvre et du Musée de l'Homme d'avoir raconté des mensonges. La momie de Ramsès ne serait pas malade, et l'opération de sauvetage organisée par les Français n'aurait été finalement qu'une opération de prestige au profit de la France. 67 ans de pouvoir, 96 ans d'âge, Ramsès II, appelé le Louis XIV de l'Égypte pharaonique, méritait bien un traitement particulier de la science en raison du caractère exceptionnel de son règne. Ce traitement, 3 millénaires après sa mort, les savants français, en accord avec le gouvernement égyptien, le donnent à sa momie afin d'en arrêter définitivement la détérioration. Médicalement, il est évident que cette momie est malade, si tant est qu'une momie puisse être malade. C'est une momie qui se détériore et qu'il faut préserver, car c'est un reste du passé. Ramsès II est un des pharaons les plus prestigieux de l'Égypte ancienne, et il faut à tout prix éviter que sa momie ne se détruise complètement. Les photographies qui ont été prises pour la constitution du catalogue général du musée du Caire aux environs de 1881 montrent la paroi abdominale de la momie de Ramsès II. Elle était intacte, mis à part l'incision du flanc gauche par laquelle on extrayait les viscères des momies. Or, actuellement, la paroi abdominale de la momie de Ramsès II a presque entièrement disparu et est remplacée par un amas de poussière au fond de la momie. Ramsès II, quoi qu'on dise outre-Atlantique, est donc vraiment malade. Ramsès II et avec lui l'ensemble des momies égyptiennes. Pour le moment, 10 laboratoires parisiens travaillent sur la momie royale. Ces analyses permettront sans doute aux techniciens du Musée de l'Homme de garder présent ce visage vieux de plus de 3000 ans.
Pour la première fois, visite d'un Premier ministre devant le Haut Conseil de l'audiovisuel qui fonctionne depuis 3 ans. Raymond Barre fixe des missions nouvelles à ce Haut Conseil, étudier le problème des publicités clandestines et réfléchir sur la télévision scolaire et universitaire. Enfin, une nouveauté, le gouvernement a décidé d'introduire dans ce Haut Conseil les présidents des sociétés issues de l'ORTF. C'est par 2 attentats qu'a commencé aujourd'hui la journée île morte en Corse. 2 quarts de reportage de la SFP ont été détruits par explosifs. L'attentat revendiqué par le Front National de Libération de la Corse a été sévèrement condamné par le préfet de région. Journée largement suivie pour obtenir la mise en liberté des 5 autonomistes détenus à Lyon à la suite du plasticage d'un Boeing le 8 septembre dernier. L'état de santé des détenus est alarmant après 20 jours de grève de la faim. Les magistrats lyonnais prendront leur décision demain. 2 jours avant de rencontrer le président Giscard d'Estaing, M. James Callaghan rencontre de graves difficultés. Après ses revers électoraux la semaine dernière, son gouvernement est sorti victorieux d'extrême justesse à la Chambre des communes. C'est en effet à 1 voix de majorité que le cabinet a réussi à faire approuver une motion sur la nationalisation de l'industrie aéronautique et navale. Mais la situation politique et économique de la Grande-Bretagne ne cesse de s'aggraver. Le déficit budgétaire notamment se chiffre déjà à 10,5 milliards de livres. La conférence de Genève sur la Rhodésie affronte de graves difficultés. C'est ce qu'a déclaré son président, M. Ivor Richard, après un voyage éclair à Londres. En effet, le Premier ministre rhodésien, M. Ian Smith, a rejeté la proposition britannique de laisser la majorité noire accéder au pouvoir dans un délai de 15 mois. Selon certaines informations, M. Kissinger pourrait se rendre lui-même à Genève pour essayer de débloquer la négociation. Les organisateurs du Tour de France ont révélé aujourd'hui quel serait le tracé du Tour 1977 qui, pour la première fois de son histoire, empruntera le tunnel du Mont Blanc qui relie, vous le savez, l'Italie à la France. Le parcours retenu comporte bon nombre des grands cols qui l'ont rendu célèbre, mais il sera aussi très international puisque les coureurs feront quelques petites incursions dans 5 pays étrangers. Il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Départ le 30 juin du pays de l'Armagnac, le Gers, puis brève incursion dans les Pyrénées, 48 heures après le départ, avant d'atteindre le Pays Basque espagnol. Ensuite, ce sera la remontée des longues plaines de l'Atlantique pour arriver en Bretagne et rejoindre peu après la Belgique, un parcours qui devrait favoriser rouleurs et sprinteurs. Mais la dernière semaine, attention, d'Altkirch à l'Alpe d'Huez, 13 cols en 4 jours. Les Alpes risquent de provoquer des dégâts sur des organismes déjà fatigués par 15 jours de course. L'opinion du vainqueur 76 du Tour 1977. Et sur la fin, on a 3-4 étapes qui sont très dures là. Ça, c'est pour moi. Mais au début, on a quelques étapes qui ne sont pas bien pour moi. Oui, mais vous pouvez reculer l'échéance du maillot jaune. Le tout, c'est de le prendre avant la fin. Oui, c'est ça. Si je ne perds pas trop de temps jusqu'à Belgique, là-bas, ça va être déjà mieux après. Est-ce que c'est un tour pour Van Impe? Oui. Peut-être oui, avec le moral. J'ai beaucoup de moral. J'ai beaucoup de confiance que l'année passée. Mais moi, je croyais que c'est plus pour Zoetemelk l'année prochaine. Pour Merckx? Et si Merckx comme les autres années. Pour Thévenet? Pour Thévenet, je ne crois pas. Il n'y a pas assez dur pour Thévenet aussi. Il sera donc, je vous le disais tout à l'heure, beaucoup question de la recherche demain à l'Assemblée nationale à l'occasion de la discussion du budget du secrétariat d'État aux universités. Cette année, les crédits destinés à la recherche sont 230 millions, c'est-à-dire en augmentation de 64% par rapport à l'année dernière, encore que la comparaison soit difficile car l'enveloppe de cette année ne recouvre pas exactement les mêmes secteurs que l'année dernière. Mais ces crédits seront sans doute les bienvenus car la recherche souffre depuis des années d'un manque d'argent, d'un manque de personnel et aussi certainement d'un manque de confiance. C'est le dossier du journal. Ce qui sera la civilisation de demain repose en grande partie sur ce que nous découvrons aujourd'hui. Et là, le rôle de l'université est essentiel pour 2 raisons. L'université a pour rôle de rechercher dans toute direction, recherche tous les azimuts, recherche libre et pour une bonne part non programmée. C'est sa première caractéristique. Et la deuxième caractéristique, c'est que la recherche menée dans les universités, même si elle est très libre, ou même si elle a des applications immédiates, eh bien, elle doit être branchée sur une diffusion de la recherche, sur un enseignement. Ce qui est recherché dans les laboratoires de l'université, c'est quelquefois tout autre chose
que ce qu'on trouve. Le laboratoire de physique des solides à Orsay. Cet appareil mis au point ici permet d'analyser des solides comme par exemple des alliages de métaux en bombardant des ions sur une surface de l'ordre d'1 millième de millimètre. Le résultat étant enregistré sur une photographie. Pour parvenir à cela, le chercheur a pris appui sur les travaux antérieurs d'autres chercheurs, un peu comme des coureurs qui se passent un relais. Là, c'est un morceau de dent. Alors c'est un morceau même d'émail de dent, c'est une section d'émail de dent et c'est une micrographie qui est faite avec des ions calcium. Il s'agit d'une affection qui atteint les populations qui boivent des eaux qui sont trop fluorées. La présence du fluor empêche la formation des prismes de l'émail. Et ce que l'on voit, c'est ici, ce sont les cloisons qui séparent ces prismes. Et l'intérieur des prismes apparaît ici en noir. Il y a une sous-minéralisation qui est le signe de cette affection chronique. Dans ce laboratoire de biologie, la recherche a porté sur la pomme de terre. Chacun sait que les producteurs de pommes de terre sont inquiets car la sécheresse a été catastrophique pour la récolte et qu'à la longue, on risque de manquer de ce légume. Eh bien, la réponse, elle a été trouvée ici, où l'on cultive des tubercules en éprouvette qui ont subi des traitements scientifiques. Je crois que nous sommes arrivés à faire la démonstration qu'à partir d'un bourgeon, nous pouvons obtenir à la fin d'une année, par les techniques de laboratoire, de millions d'individus à la fin d'une année. 2 millions de bourgeons. 2 millions de bourgeons que l'on peut repiquer en terre et à partir desquels on peut obtenir des plants qui vont donner des semences. En même temps qu'on peut obtenir un nombre très grand de ces plantes, on peut avoir des plantes qui sont indemnes de virus. À côté de déconvenues et de fausses pistes, l'université apporte par la recherche des découvertes fondamentales pour notre société. Si l'on venait à manquer de chercheurs, ce serait catastrophique. On n'en est pas là, et pourtant, on constate qu'à l'université, les candidats chercheurs sont moins nombreux, abandonnent plus vite. Bref, il y a crise de recrutement, de confiance, sans compter la crise financière. Le blocage actuel, à la fois dans le recrutement des jeunes chercheurs, dans les possibilités de promotion et aussi dans la difficulté pour certains de trouver des emplois à l'extérieur une fois leur formation universitaire faite, fait que nous avons peur d'un vieillissement prolongé de l'université et d'un ralentissement de l'enthousiasme actuel. C'est dû à une insuffisance de besoins de jeunes chercheurs, tant dans les organismes d'État, car le financement de la recherche a diminué depuis quelques années, la part de la recherche. Il n'y a pas assez de dépenses de recherche dans les établissements de caractère public, mais aussi d'autre part à une insuffisance de volonté politique des industriels d'avoir des services de recherche dans le propre intérêt de leur industrie. Je pense qu'effectivement, notre contexte de civilisation, de consommation et de loisirs n'est peut-être pas très favorable à cette vie de bénédictin qu'exige la recherche. Mais soyez assurés que la relève des jeunes chercheurs est suffisante. Sur les 406 nominations d'attachés de recherche que nous avons eues l'année dernière, enfin en janvier 1976, il y a eu 2100 candidatures. J'ai créé une mission de la recherche, j'ai obtenu une augmentation très forte des crédits d'équipement recherche, 63% d'augmentation, et je pense donner à la recherche universitaire la place, la réputation à laquelle elle a droit dans notre pays. La recherche a été trop souvent dans le passé la face obscure de l'université. Aujourd'hui, beaucoup de scientifiques lancent un cri d'alarme. Il faut relancer, disent-ils, la recherche en lui donnant plus de moyens et une meilleure organisation. Sinon, que sera la France de l'an 2000 ? Nous allons en venir au temps dans un instant, le temps qui n'est pas très bon et qui a provoqué la mort de 3 spéléos dont on était, vous le savez, sans nouvelles depuis plusieurs jours. C'est ce que je vous disais hier à la fin du journal. 2 corps ont été remontés à la surface, le 3e n'a pas encore été retrouvé. Et pourtant, de nombreuses opérations de secours se sont succédées depuis samedi dernier. Des renforts de CRS et de pompiers ont été acheminés sur place. Le niveau du lac d'accès au réseau a considérablement monté, rendant le passage difficile. Mais la lenteur des recherches s'explique surtout par la complexité du réseau souterrain. 3 parties,
un réseau fossile avec d'énormes galeries, puis un parcours uniquement en rivière souterraine, enfin un accès au siphon terminal. Totalité du réseau connu, environ 10 km. 4 heures de marche et par l'entrée de la grotte, de la zone que les 3 spéléologues lyonnais devaient explorer. Selon le directeur des secours, les 3 jeunes gens étaient des spécialistes confirmés. Ils disposaient d'un excellent équipement et depuis 3 ans déjà, ils travaillaient dans ce massif du Vercors qu'ils connaissaient parfaitement. Le temps donc il sera médiocre demain sur la plus grande partie de la France, surtout de la Manche au nord-est des Alpes et aux Pyrénées. Les pluies seront abondantes, en particulier dans le Midi, et il neigera en moyenne et en haute montagne. Voilà, avec toute la rédaction d'Antenne 2, je vous remercie d'avoir suivi ce journal. Bonsoir, vous avez rendez-vous, vous le savez, avec les dossiers de l'écran ce soir, mais tout de suite, le rappel des principaux titres de l'actualité. Un crime qui sort de la clandestinité. Il y a 6 ans, mourait le général de Gaulle. La momie est réellement malade. Une nouveauté, les coureurs emprunteront le tunnel du Mont Blanc. 23h35, dernière édition du journal d'Antenne 2.